messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est la vôtre, Esther Mongo, présentatrice dans ce magazine, dans cette émission que vous aimez. Mimona Grand, oui, tu peux être grand, oui. Ces rêves que tu as là de devenir président de la République, c'est possible. C'est juste question de mettre en place vraiment des bonnes idées, question de devenir quelqu'un de très important dans cette société. Pourquoi pour ne pas seulement se limiter dans la communauté congolaise, voire même le monde entier aura besoin de voir. Alors chacun de nous, je le dis toujours, a un champion qui sommeille en lui, alors tu peux devenir grand. Voilà le but même de cette émission, de ce magazine. Vous le savez que chaque week-end, nous recevons pour vous tout type de bosseurs. Voilà, ces bosseurs qui nous racontent, qui nous relatent leur histoire. Question de vous motiver, vous faire comprendre comment nous nyonso azarani bandelinaye abandara quelque part, Azako continue, Azako bosser, Azako persister jusqu'à arriver à un niveau quelconque. Et bien voilà, c'est la vôtre. Nous avons reçu pour vous un bosseur que vous allez découvrir tout à l'heure d'ailleurs, qui va vraiment nous raconter un peu son parcours, qui va nous faire comprendre un peu l'importance de travailler, l'importance de prendre au sérieux le boulot, de prendre au sérieux et surtout les études pour ceux-là qui en ont bien sûr l'opportunité. Alors on va découvrir pour très bientôt l'invité du jour, mais je vous informe que c'est Monsieur Freddy Lunga. Je crois qu'on a tous vécu les Jeux de la francophonie, le 9e Jeu de la francophonie ici en République démocratique du Congo. On a vu comment est-ce que c'était tout feu, tout flamme. Et ça bougeait pas seulement le Congo, ça bougeait l'Afrique, ça bougeait vraiment le monde entier. C'est le monde entier qui nous regardait. Et du coup, on va le recevoir aujourd'hui. La casquette Naïa, ex-directeur national adjoint, il y a le 9e, comité, il y a le 9e jeu. Il y a francophonie Awa, Nambo-Cannabis, c'est M. Freddy Lunga, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui. Très heureuse de vous recevoir dans ce magazine, cette émission qu'on appelle communément Mimona Grand. Mimona Grand, comment pouvez-vous traduire cette phrase-là, Mimona Grand? Mimona Grand, c'est d'abord une phrase pleine d'audace. Mimona Grand, parce que ça dépend également du contexte dans lequel on l'aborde. Que l'on se voie grand, voilà. Que l'on se voie en train d'atteindre les aspirations pour lesquelles on souhaite, à un moment donné, atteindre. Mimona Grand. Vois-toi grand. Voilà. Vois-toi grand dans ce que tu fais, dans ce que tu aimerais, dans ce que tu désires faire dans ton parcours et dans tout ce que tu fais. Voilà comment je comprends le concept Mimona Grand. Merci beaucoup, Monsieur Freddy. On vous a tout à l'heure présenté. Après, on sait, vous avez plusieurs casquettes, mais là, on vous reçoit plus comme étant cette personne qui était vraiment très importante dans ce qui concerne l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Comment avez-vous fait? C'est la pression, parce que c'est pas quand même un petit projet, c'est un très grand projet. Avez-vous travaillé comment? Sous pression, avec beaucoup de calme? Comment ça s'est passé, cette organisation, ce travail, en fait? Pour commencer, madame, le projet de 9e jeu de la francophonie reste l'un des grandes réalisations de notre pays sur le plan international, en termes d'organisation. Je ne crois pas que le pays ait organisé 4 fois des grandes manifestations, ou des manifestations de cette ampleur. C'est vrai qu'on a parlé du combat de Ali et Foreman. Voilà, c'était une grande réalisation sur le plan international pour le pays. Mais les défis n'étaient pas les mêmes. Alors, comment est-ce que nous avons traversé ça? Je dois d'abord signaler que c'était un travail des fourmis qui a nécessité la contribution de beaucoup de concitoyens, que je tiens d'ailleurs à saluer par la même occasion. Donc c'était vraiment un travail des fourmis où il y avait beaucoup d'intelligence, beaucoup de Congolais se sont mis ensemble pour arriver à des résultats. Nous n'avons été que des pions ou des maillons dans toute cette organisation pour justement convolitionner les énergies avec les énergies des autres. Est-ce que ça a été facile? Je ne dirais pas les choses de cette manière-là. Par contre, ça a été quand même
Un projet gigantesque et qui a marqué une étape très importante dans ma vie, à titre personnel, parce que c'est les défis déjà que je rencontrais pour une première fois. C'était pas facile. C'était pas facile, pourquoi? Parce que d'abord, pour la petite histoire, comment je me retrouve directeur national adjoint du comité d'organisation des 9e de la francophonie. Je suis à Lubumbashi, où je suis enseignant. Bien sûr, je suis assistant chargé des cours à l'université protestante de Lubumbashi. Nous sommes en pleine séance de défense des mémoires, fin d'année en octobre 2021. C'est là que, bon voilà, on me propose ces fonctions dont je ne connais pas ce qui m'attend. Un vendredi 22 octobre 2021, il y a une ordonnance du président de la République qui est élu à la RTNC et qui mettait en place un nouveau comité d'organisation des 9e de la francophonie. Voilà. Je crois que dans les 24 heures à 48 heures qui ont suivi, rapidement, je me rends à Kinshasa. Dans les premiers 72 heures, vous avez des félicitations partout. Vous avez une promotion. Voilà, ça fait plaisir. J'ai à l'époque 28 ans et demi. Ça fait plaisir. Le président de la République il fait la promotion de la jeunesse, il croit en la jeunesse et puis tout, voilà. Mais rapidement, cette euphorie et cette joie commencera à s'estomper. Parce que quand on arrive à Kinshasa, après les acclamations, les félicitations, mais après tout le monde me pose la question de savoir, mais est-ce que tu sais au moins dans quoi est-ce que tu te mets là? Est-ce que tu sais les défis qu'il y a derrière ce projet? J'ai dit, je ne sais pas. On va visiter les chantiers, on va voir, et là, on s'y rend compte, avec beaucoup de modestie, hein, qu'en dehors de la paperasses du projet qui était déjà rédigé, parce qu'il faut être honnête que nous n'avons plus réécrit le projet, parce qu'il était déjà écrit, mais sur le plan opérationnel, rien n'est encore fait. On va visiter les chantiers qui devraient abriter les 9e Jeux, on se rend compte que rien n'est encore fait. Sauf des excavations, et après les eaux des pluies qui stagnaient dedans créaient de lacs. Et il fallait organiser les Jeux au mois de juillet 2022, ce qui nous laissait au moins 8 mois pour faire cela. Une très forte pression. Alors. Une très forte pression, il faut construire des édifices en 8 mois, il faut commander du matériel et puis tout ça. Alors là, on commence à se dire, par rapport aux contraintes de temps, comment vous allez construire des immeubles, des gymnases, des bâtiments, mais dans un temps aussi réduit que celui-là. Ça commence à nous faire douter un peu. Si oui ou non on tiendrait le calendrier. La pression sur le plan international aussi grandissait parce que les États s'interrogeaient si oui ou non. Même la population également s'interrogeait. Bien sûr, oui. La population s'interrogeait. Oui. Partout quand tu rencontrais quelqu'un et puis tu as dit mais c'est vous tu as dit mais votre histoire là. Sérieux. Vous avez intérêt à y être parce que sinon ce sera un fiasco. Voilà. Il y a un pays rélant. À une rhétorique belliqueuse contre notre pays qui se propose même être disposé à accueillir le 9e jeu et puis on nous dit mais vous savez si vous laissez les jeux aller au Rwanda ce sera une humiliation pour le pays et puis bref la pression elle est forte, le temps ne joue pas en notre faveur, il est clair qu'on n'a pas suffisamment de temps et que même si on devrait mettre les énergies, mais comment on fait? Alors ça c'était pour dire que la pression elle était forte. Et nous, on était appelés à des résultats.
C'est vrai, quelques mois plus tard, nous obtenons, avec bien sûr, pas très facilement, hein, je dois reconnaître que le directeur national des Jeux, qui s'implique beaucoup avec le gouvernement au niveau du comité international, finalement nous obtenons le report d'une année de l'organisation de ces Jeux. Mais même lorsqu'on obtenait le report d'une année, on n'était pas suffisamment avancé dans les préparatifs et qu'il fallait redoubler d'efforts. C'est-à-dire en termes des moyens financiers, des moyens logistiques, des moyens humains et puis tout ce qui va avec, jusqu'à ce que nous arrivons progressivement à prendre l'élan. Mais on était déjà à 6 mois, 7 mois de jeu et qu'on n'avait pas tout réussi. Ça nous a mené parfois parce qu'à un moment donné, on nous faisait comprendre clairement par les services attitrés que, messieurs, vous ne devrez pas jeter l'opprobre sur la République. Vous avez un engagement avec la République. N'humiliez pas la République. Avec tout ce qui peut suivre comme conséquence là-dedans, nous devrons faire honneur à la République et surtout au président de la République qui nous fait l'honneur de nous responsabiliser à ces fonctions. Moi, personnellement, je m'occupais du volet numérique. D'accord. Tout ce qui concerne les questions de NTIC, qui est d'ailleurs mon domaine de formation. Je vais peut-être y revenir plus tard sur mon parcours académique. Fallait s'assurer de tout ce qui est interconnexion des différents sites par fibre optique pour permettre la prise d'images, la montée satellitaire d'images et puis la diffusion des différentes compétitions. Justement. Et c'était énorme, mais on y est arrivé. Ok. Mais le feedback d'après l'événement était positif? Oui, il était positif parce qu'il était même au-delà de nos espérances. Hein. Je dois avouer qu'à un moment donné, nous-mêmes, on se disait, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Mais on a mis vraiment tous les moyens nécessaires parce qu'il y avait une centaine de médias accrédités, peut-être pas les médias internationaux accrédités, qui devraient prendre le signal, le relayer également dans leur pays. Il y avait un déploiement massif d'équipements électroniques qu'il fallait superviser, qu'il fallait s'assurer du bon fonctionnement, qu'il fallait... Il y avait tout ça, et puis à tout moment vous vous posez la question de savoir que la technique ayant ses caprices, est-ce qu'il n'y en aura pas un clash à gauche, à droite? Mais on avait pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter, d'ailleurs pour la petite histoire, je crois, une semaine ou 10 jours avant l'organisation même des événements, nous avons eu une visite du président de la République sur les chantiers. Je me rappelle, on est à l'intérieur du stade Tata Raphaël. Il a posé quelques questions, hein, notamment sur des écueils qui ont été constatés. Après, sur la question de la connectivité, comment on s'organisait, les écrans, bref. Alors, je me suis mis à lui expliquer ce que nous avons pris comme disposition. Et là, sa réponse était surprenante. Ok. Oui. Il a dit, vous devrez faire ces jeux avec 0 incident. Okay. Alors, quand il dit, vous devrez faire ces jeux avec 0 incident, c'est lui qui me parlait, et moi j'avais des yeux sur tous ceux qui étaient autour de lui et qui me regardaient, qui voulaient me dévorer. On était entendu qu'il fallait avoir 0 incident. Et puisqu'il fallait avoir 0 incident, moi je me dis la responsabilité d'un ingénieur, ce n'est pas celle d'empêcher qu'une faille se produise.
La responsabilité d'un ingénieur, c'est d'être capable de réduire le temps entre deux défaillances. C'est-à-dire prendre les dispositions nécessaires pour éviter une situation de blackout, par exemple, éviter une situation où vous ne savez plus répondre sur le plan technique à une situation imprévue. Ça peut être une panne, une défaillance, vous devrez être capable d'y répondre très rapidement, c'est-à-dire réduire le temps des défaillances, parce que le temps, lui, vous ne le contrôlez pas. Donc ce sont ces mesures que nous avons prises. Je dois avouer également que j'ai eu une équipe magnifique. Hein. Le personnel du comité, c'était des gens... mais ils ont abattu un travail magistral. On avait des équipes très engagées, très compétentes, mais surtout très éveillées. Alors tout le monde s'assurait à son niveau de responsabilité que tout fonctionne correctement, que tout se passe bien, et que si on a une machine de quelque nature que ce soit qui ne fonctionne plus, ça pourrait bien être un groupe électrogène, un câble, un ordinateur ou je ne sais quoi que ce soit, qui n'était plus fonctionnel, on était capable dans les minutes qui suivaient de le remplacer et ainsi tenir le câble. Et c'est ce qui a été fait. Après, ce qui est vrai, tous nous avons vécu cette pression, ce mouvement, cette chaleur qu'il y avait dans la ville de Kinshasa. Et puis voilà, on voyait même les médias internationaux qui étaient vraiment braqués, question de suivre à la loupe les faisabilités même de ce programme. Revenons un tout petit peu, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes également enseignant, professeur, encadreur, formateur. Après tout ça. Pas professeur. Formateur. Ouais. Formateur. Plusieurs casquettes. Comment vous gérez le temps? Comment vous vous départagez? Jeune que vous êtes en plus. Comment vous vous départagez? Comment je me départage? C'est en m'organisant. En m'organisant, c'est-à-dire que j'ai mes charges horaires que je dois gérer au niveau de l'université. J'ai également mes propres cours que je dois suivre, parce que je suis en train de préparer, bien sûr, mon doctorat. D'accord. J'ai également les tâches professionnelles que je dois également assumer. Mais ce qui compte, c'est de s'organiser. Pas stressant? Parfois, oui. Mais quand on s'organise, on arrive à surmonter. Ça veut dire que je n'attends pas que les événements l'emportent sur moi. Je dévance les événements. Je les dévance en faisant des réajustements sur mes plannings, sur mes horaires. Parce que quand je me réveille ou quand je commence une semaine, je me projette déjà sur la semaine. Je me dis au niveau de tel secteur, quelles sont les attentes, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, comment je le fais, aurais-je plus de disponibilité, dois-je allouer beaucoup plus de temps à mes tâches de consultance à un endroit X ou un endroit Y, dois-je être à tel autre endroit beaucoup plus de temps. Donc j'essaye de trouver mon équilibre dans tout ça en me projetant dans l'avenir, en anticipant sur les événements, en capitalisant le temps sur tout ce qui peut être utile et qui peut me rapporter d'atteindre surtout les objectifs que je me fixe. En fait, je crois que vous avez dit tout à l'heure, déjà, c'est pas du tout facile de travailler en collision, avoir plusieurs tâches, aller une tâche à gauche, une autre à droite. Une petite histoire de vous. Parce que l'émission c'est Mimo Nagrand. Le but ou l'objectif de l'émission est de motiver ces différents téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. On voit un jeune assis ayant plusieurs responsabilités et qui sait vraiment le départager. Une histoire de vous, un parcours pour que vous arriviez au niveau où vous êtes arrivé. Cette stabilité, ça c'est mon point de vue, hein, en tout cas, la stabilité que vous avez sur le plan professionnel. Et selon les classes et tout ça, je crois qu'on a des téléspectateurs qui voudront ou qui voudraient écouter cette histoire. Pour parler de mon parcours, je veux quand même dire qu'il n'a rien d'exceptionnel, il n'a rien de particulier, mais par contre,
Jusqu'à ce jour, j'ai toujours présenté ma vie comme le récit d'un voyage plus ou moins mouvementé et rempli des aventures singulières. Pour commencer, la petite histoire, c'est que je suis né dans le sud du pays, à Kolwezi, dans la région du Katanga. Et pour des événements que l'on ne maîtrisait pas, donc une guerre ethnique éclate dans la partie sud du pays et qu'il y a un refoulement. Mon père, qui était cadre de la GECAMINE, se voit être déporté avec sa famille dans la région du Kasaï, qui est ma région natale. Rapidement, on se retrouve là. Les conditions de la vie ne sont plus les mêmes. Et je grandis dans cet environnement-là. Vous avez à faire face à beaucoup de difficultés, surtout sur le plan social, notamment pour étudier et puis ce qui va avec. Mais ma personne, d'abord, moi j'aimais bien jouer avec les amis, j'aimais bien la distraction, et je mettais très peu de temps aux études. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je commence à me rendre compte que ce n'était vraiment pas trop ce que je voulais. Et cette distraction commençait à se faire comprendre, à se faire ressentir à mon adolescence. Et puis ça inquiétait beaucoup mes parents. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, mais au-delà, il faut que je signale quelque chose, c'est qu'au-delà du fait que j'aimais beaucoup la distraction, j'aimais bien jouer, mais je n'aimais pas l'échec. Super. Et je ne supporte pas du tout l'échec. Échouer ne fait pas partie de mon vocabulaire, encore moins de mon jargon. Tout faire, tout, mais pas échouer. Il faut réussir. Donc, s'il faut réussir, donc il faut bien réussir. Et là, je me mets en compétition avec moi-même. Ça veut dire que chaque jour, j'essaye d'être une meilleure version de ce que j'étais la veille. D'accord. Je commence à me rendre compte, et puis à un moment donné, je me dis, mais pourquoi il y avait un cours qui commençait un peu à m'agacer, notamment les mathématiques, les physiques, parce que j'ai fait l'électricité générale aux humanités. Et à un moment donné, je ne supportais plus qu'il y ait... si quelqu'un fait mieux, j'ai dit, bon, ok, félicitations, il a fait mieux, mais pourquoi moi aussi je ne pourrais pas faire mieux? Et je me mettais en compétition d'abord avec moi-même avant de me mettre en compétition avec les autres. Alors si je pouvais faire une note, je me disais, pourquoi je ne peux pas faire mieux? La conscience est rapidement revenue. Et cette fois, ça a réveillé en moi la rage de vaincre. La rage de vaincre parce que parfois, on n'allait pas tous à l'école avec la même chance. Dieu merci, j'ai eu également des personnes d'exception que j'ai rencontrées dans la vie, notamment dans ma famille, des personnes qui m'ont tenu par la main, qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné dans ce que j'étais en train de faire. Là que la famille ne savait peut-être pas gérer certains défis. Et je me disais, puisque ces opportunités se présentent à moi, alors comment je fais pour mériter ça? Et ça suscite en moi ce désir d'apprendre. Alors je me mets dans une sorte d'apprentissage intensif de tout ce que je voulais. Et je me concentrais tout le temps sur ce que je voulais qui puisse apparaître dans ma vie. Parce que quand on se concentre sur ce qu'on n'aimerait pas, sur ce qu'on n'aimerait pas qui puisse apparaître dans notre vie, nous augmentons les chances, comme le dit Wayne d'ailleurs, nous augmentons les chances que cela se reproduise davantage. Alors je me dis, au lieu de me concentrer sur la partie triste de la vie, autant bien que je me concentre sur la partie
positive sur ce que j'aimerais qu'il puisse apparaître. En me concentrant sur ce que j'aimerais qu'il puisse apparaître, rapidement, je commence à me rendre compte que je trouvais le bonheur dans ce que j'aimerais qu'il puisse apparaître dans ma vie. Donc notamment la réussite. Super. Et ça devenait mon exutoire. Ça devenait ma satisfaction. Au moins, quand j'allais à l'école et que je réussissais, c'était comme une sorte de prime que je m'offrais à moi-même. Ce sentiment de satisfaction, de plaisir de réussir était comme une prime que je m'offrais à moi-même. Donc ça me donnait la satisfaction et ça me poussait à ne pas me concentrer sur ce que je n'avais pas dans la vie, sur ce que je ne voulais pas qu'il puisse se reproduire dans ma vie, et ce que je voulais qu'il puisse se reproduire dans ma vie devenait automatiquement une manifestation certaine dans ce que je faisais. Et j'ai continué à m'améliorer comme ça. Quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai dit ok, maintenant je vais chercher ce diplôme d'ingénieur. Je vais chercher ce diplôme d'ingénieur. Cette fois, c'est terminé la distraction. Je retourne dans la région sud du pays, dans le Katanga, à Lubumbashi, et je commence mes études en ingénierie des systèmes d'information. À l'université protestante de Lubumbashi. J'y vais, et puis tout s'est passé plutôt bien. Tout s'est passé plutôt bien, jusqu'à ce qu'à la fin de mes études universitaires, je décide de faire un pas. Un pas qui a failli me détourner de mes objectifs. C'est-à-dire quoi? À la fin de mes études, je me dis, bon, moi, ma famille maternelle est une famille, chez ma mère, bien sûr, hein, c'est une famille très prospère dans le secteur du commerce. Alors je me dis, si tel est le cas, pourquoi est-ce que moi aussi je n'irai pas dans ce secteur? Et rapidement, je commence à faire du commerce vers de Lubumbashi. J'allais faire du commerce en Zambie. J'allais payer de la marchandise, notamment j'allais payer des pampers pour bébés et du papier hygiénique. Et je commence avec une modeste somme d'argent. La première fois quand j'y vais, je paye, je rentre avec au pays pour espérer avoir un bénéfice, parce que je me dis, les études sont à la fin, mais il n'y a pas d'opportunité d'emploi dans le pays. Pourquoi je continuerai à me casser à faire des études si après c'est pas pour avoir de l'emploi? Autant mieux que je fasse du commerce, au moins là j'ai une garantie de ne pas manquer le strict minimum nécessaire pour moi. Et quand je rentre de ce commerce pour la première fois, les choses se passent plutôt pas comme prévu. Les marges de bénéfices que j'attendais ne sont pas celles que je reçois. Et les choses se passent un peu différemment. J'y vais une seconde fois. Cette fois, en rentrant, il y a de la tracasserie au niveau des frontières et je perds beaucoup d'argent dedans. Mais comme je dis que je n'aime pas l'échec, plus j'échoue sur ce que je fais, plus je deviens déterminé à le faire pour réussir, parce que je me dis que l'échec n'était pas prévu dans mes prévisions. Et cette fois, j'ai fait une perte. Alors je me dis, non, si c'est une perte, ça devient un défi personnel. Il faut que je réussisse. Ben, comment les autres font du commerce réussissent, et que si c'est mon tour, il ne faut pas que ça fonctionne. Je recommence. Cette fois, j'ai fait encore une perte beaucoup plus importante que la première. Et puis, il y a des événements un peu malheureux qui se produisent, qui font que je perds beaucoup plus d'argent. Je réessaye à nouveau et je perds de l'argent. Cette fois-là, je suis en dernière année à l'université. Ah, les choses m'inquiètent parce que je n'aurai bientôt plus de capital pour poursuivre avec ce commerce que j'ai désiré. L'espoir commence un tout petit peu à s'envoler, mais je me disais, même au bout du sort, je vais continuer parce qu'il faut que je réussisse. Et ce qui m'attristait le plus, ce n'était pas seulement que j'étais en train de perdre l'argent, mais c'était une sorte de défacement. C'était, je me perdais un peu avec ça. Et là, on est au mois de février
2017. L'année académique est en cours. Je suis en 2e grade en ingénierie des systèmes d'information. Alors là, je rencontre le doyen de la faculté, qui était d'ailleurs mon directeur des mémoires. Un homme, un grand monsieur, le professeur Blaise Fiama. Alors, il l'interpelle. Il m'interpelle sur le fait que, voilà, au mois de février, les gens ont déjà avancé avec leur mémoire, et puis moi, je n'ai même pas encore présenté mon introduction. Bref, il est très rigide avec moi. Il est très rigide avec moi, avec toutes ces personnes qui étaient en retard avec leurs travaux et puis tout ça. Alors, je suis tiraillé. Est-ce que je vais poursuivre ce commerce où tout ne se passe pas comme prévu? Ou est-ce que je reviens à nouveau aux études? Parce que cette fois-là, je perds un peu le pied sur tout ce qui est des études, et puis le goût est tourné vers le commerce. Mais après, sa posture, je crois que c'était une posture salvatrice qui m'a ramené à ce que je voulais faire. Voilà. Alors je rentre cette fois avec ce que j'estimais être mon mémoire, et puis je le lui présente. En le lui présentant, il annule tout. Il annule tout, il n'est pas du tout d'accord, et puis tout ça. Il me dit, tu vas aller en 2e session. Je dis, non, mais il faudrait que je défende au mois de juin pour être collé au mois de juillet. Alors, les choses deviennent un peu plus compliquées. D'accord. Je mets un peu en veilleuse le commerce, voilà. Pour revenir cette fois de manière très fort sur mon mémoire. J'y travaille, mais cette fois je n'y travaille plus seul. Le directeur, qui est mon doyen, me donne un accompagnement très fort. À la fin de la journée, quand les gens partaient, on restait souvent, et lui il restait souvent avec nous, bien sûr avec mes collègues également, et le coaching commençait là. Super. Avant même que l'année ne termine, j'allais parfois accompagner certains enseignants dans l'auditoire, et puis comme j'avais quelques compétences dans le développement logiciel, je commençais à partager ce savoir-faire avec les étudiants qui appréciaient ma manière de le faire, ma méthode, et puis tout ça. Je découvre que je peux effectivement le donner. Voilà. Et c'est là que je découvre que c'était une belle expérience d'enseigner. Et je poursuis avec ce mémoire, et puis après je finis l'année et je suis retenu comme assistant. Je suis retenu comme assistant du doyen. Voilà. Avec qui les débuts de nos relations, les débuts n'étaient pas aussi faciles. Mais après, avec sa motivation, et puis je redécouvre en moi ce que je pouvais faire de mieux. Et je reviens et définitivement, j'ai arrêté avec les activités de commerce. D'accord. Et je suis là-dedans, je fais l'enseignement, et puis je me débrouille dans l'entrepreneuriat, à gauche, à droite. Super. Et voilà. Super, c'est vraiment une très longue histoire, mais on a compris que c'était vraiment un travail titanesque, un travail que vous avez battu avec beaucoup... un travail abattu avec beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination. C'est vraiment à féliciter. Je crois que nos téléspectateurs, nos sœurs et frères, nos mamans, nos papas qui sont en train même de nous suivre derrière la caméra ont pu comprendre réellement la quintessence même de votre parcours, c'est ce qui s'est passé, que vous avez tenu bon. C'est même ça, en fait, le but de cette émission, c'est raconter ces genres d'histoires pour motiver toutes ces personnes qui pensent que devenir quelqu'un de stable dans ce pays ou dans ce monde, c'est peut-être, je sais pas, il faut peut-être passer par le fétichisme, alors qu'il n'y a rien de tout ça. C'est plus la détermination. Quand on demande à nos téléspectateurs de rêver grand, c'est pas de l'utopie, c'est du réel, c'est un truc vrai. C'est juste prendre au sérieux ce que vous voulez, savoir ce que vous voulez et savoir quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Nous sommes en train d'ailleurs de finir, nous sommes d'ailleurs à la fin de notre émission fidèles téléspectateurs, Monsieur Freddy. Je crois qu'on va prendre la petite transition de quelques
secondes et nous allons revenir pour prendre la deuxième partie qui est même la dernière partie de cette émission. C'est la partie lucrative. C'est par là même que nous allons finir avec notre invité qui n'est que M. Freddy Ilunga, l'invité de ce magazine, l'invité du jour, les bosseurs du jour. Prenons la transition. Voilà, nous sommes là de retour, Monsieur Freddy Kadiata. Voilà, je crois que j'ai pas massacré le nom. Un parcours titanesque, plusieurs embûches, mais vous avez été vivant et vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Professionnellement parlant, on peut dire qu'à 80%, c'est bon quand même, vous êtes stable. Les opportunités, les avantages que vous avez eus. Là, vous êtes celui que vous êtes avec plusieurs casquettes que nous avons peut-être juste décortiqué quelques-unes. Mais est-ce que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, sûrement il y a quelqu'un qui vous a suivi, mais qui se dit après, la finalité c'est quoi? Il a raconté son parcours, il a dit tout ce qu'il avait à dire, mais la finalité c'est quoi? Je crois que les avantages de ce que vous êtes ou de ce que vous avez eu à rencontrer tout au long de votre parcours pour que vous arriviez là où vous êtes maintenant, va bien sûr motiver ou vont motiver ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Bien. D'abord, je ne vais pas quantifier à 80%. Ce que je veux dire aux jeunes qui sont en train de me suivre, c'est que il faut d'abord se dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si je suis en train, si j'ai accepté cette invitation aujourd'hui, c'est pas parce que j'estime avoir fait un accomplissement personnel qui pourrait bien être de faire valoir auprès de la jeunesse congolaise, mais par contre parce que je crois qu'il y a un enseignement. Je crois que dans tout ce que j'ai dit ici, j'ai évité de parler de mes échecs. Voilà. Je n'ai pas non plus parlé de toutes les difficultés que j'ai eu à rencontrer ou par quoi est-ce que je suis passé. Je n'en ai pas parlé. Par contre, ce que je veux dire, c'est que en encadrant les jeunes, je leur ai toujours dit quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Votre vie n'est pas un amalgame de hasard, encore moins d'opportunisme. Il faut d'abord avoir la confiance en soi-même. Parce que ce qui m'a permis de pouvoir surmonter les différentes difficultés que j'ai reçues dans la vie, ou que j'ai rencontrées dans la vie, pour être plus précis, c'est d'abord la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose de très important parce que lorsque vous avez confiance en vous-même, ça vous permet de surmonter beaucoup de problèmes. Deuxièmement, c'est qu'il faudrait travailler sur les skill sets, sur vous-même. Voilà. Le vrai travail, c'est de travailler sur vous-même. Parce que ce que vous travaillez sur vous-même, personne ne vous le prend. Ce que vous travaillez pour vous-même, vous pourrez l'offrir à votre environnement, à votre communauté et arriver à atteindre un but. Et savoir également aussi, c'est fixer des objectifs. Les objectifs doivent être des objectifs mesurés, mesurables, parce qu'ici, on confond souvent. Lorsqu'on dit il faut savoir se fixer des objectifs, généralement, quand on est jeune, on se dit c'est fixer des objectifs des richesses ou des objectifs d'un accomplissement, d'une certaine aisance ou d'un certain confort sur le plan financier. Non, ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler ici. Ici, nous sommes en train de parler des objectifs sur le plan noble de la question. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut que notre vie soit, qu'on essaie de lui donner un sens. C'est ça, c'est fixer des objectifs. Quand on veut atteindre quelque chose, eh ben, les moyens que l'on met pour les atteindre, c'est ce qui est important. Les moyens, ça veut dire la connaissance, savoir s'informer, s'informer. Et même quand on veut s'informer, quand on veut s'informer et s'informer, l'intensité que l'on consacre à bâtir notre propre personne déterminera ce que nous aimerons que nous soyons après. Donc ce n'est pas, comme je le disais, l'amalgame de hasard qui arrive et puis aujourd'hui on est là, demain on a ceci, demain on a cela et puis on se dit, bon, comme nous aimons souvent le dire en lingala, chance et le copam. Moi je ne crois pas à ce principe que je trouve plutôt abrutissant. Je suis désolé, passez-moi le terme, je trouve ce concept plutôt qui ne bâtit pas. Il ne permet pas de bâtir une jeunesse consciente.
que les jeunes sachent se dire aujourd'hui que chance est un ango et le copain batté. Chance, ça veut dire que même quand la chance vient, il faudrait que la chance vous trouve dans les conditions nécessaires pour produire quelque chose de positif dans votre vie. Et qu'est-ce qui arrive si la chance arrive et vous trouve endormi? Si la chance arrive et vous trouve, ouais, bah, après vous aimerez bien être un ingénieur de carrière et puis tout, mais quand la chance vient et vous trouve, la chance vous trouve que vous n'êtes pas ingénieur, ou qu'elle vous trouve que vous êtes ingénieur et que vous n'avez pas travaillé sur ces exceptions qui font que vous soyez en adéquation avec cette chance-là. La chance, elle passe, elle vous échappe entre les doigts. Maintenant, après, est-ce qu'on va créer Donc, c'est pour dire ici qu'il est important pour un jeune de travailler plus sur ce qu'il aimerait qu'il soit. Pour que même si jamais, comme on croit au principe de la chance, que quand la chance nous trouve, que la chance nous trouve dans les prédispositions et dans les conditions nécessaires pour pouvoir réussir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Freddy, pour cette belle, en tout cas pour ces différentes motivations. Je crois que quand on rêve la grandeur, quand on se dit être grand, on se dit être ce grand monsieur dans le futur, on aimerait être ces grands messieurs, cette grande dame dans les jours à venir. Il faudrait que la chance nous trouve dans les dispositions qu'il faut, dans les conditions qu'il faut. Tu te prépares déjà pour ne pas qu'après que ça soit, non, c'est les pays qui ne vont pas bien, non, c'est de l'autre côté, alors que de toi-même, tu ne t'es pas formé suffisamment. Un grand merci, Monsieur Freddy, pour en tout cas, pour avoir répondu à notre invitation. Et je crois que c'est peut-être la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Il y a un jeune qui est en train de vous suivre. Je crois qu'il serait important. Vous avez un tout petit peu généralisé votre motivation, mais cette fois-ci, j'aimerais que vous adressiez uniquement aux jeunes. Que vous parlez à ces jeunes garçons, à cette jeune fille qui nous suit également, qui voudrait peut-être devenir grand demain, qui rêve la grandeur, mais ce rêve n'est que moral. La personne a du mal à le mettre en pratique. Que doit-elle faire? Vous allez calmement regarder la caméra et vous adresser à ces jeunes. Merci. Bien. Tout en prétendant pas être un modèle de réussite et de prospérité, pas du tout, je suis loin de ça. Il faudra que je puisse remettre les choses dans leur contexte. À ces jeunes qui me regardent, à ces jeunes qui me suivent, moi je veux dire que vous êtes ce déclic, vous êtes la pierre angulaire de l'avenir de notre pays. Vous avez une lumière en vous que le monde aimerait découvrir. Vous avez un talent en vous que le monde aimerait découvrir. Comme je l'ai dit au début de cette émission, ne vous concentrez pas sur ce qui manque dans votre vie. Parce que comme le dit Gwen d'ailleurs, en vous concentrant sur ce qui manque dans votre vie, sur ce qui ne marche pas bien dans votre vie, on a l'impression d'attirer vers nous ces choses que nous n'aimerons pas. Du coup, notre vie sera un amalgame de tristesse. Pas de chance. Et cela créera en vous une sorte de découragement en se disant le pays ne nous offre pas les opportunités que l'on aimerait, notre vie n'est pas ce que l'on aimerait qu'elle soit, et ça pourrait bien vous être fatal. Ce qui est plutôt positif, c'est que chacun d'entre nous identifie un talent, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Dieu a mis en chacun d'entre nous un talent. Chacun. Il n'y a personne qui n'ait pas cette exception. C'est ce talent exceptionnel que Dieu a mis en vous. Mais c'est à vous de découvrir cette exception, ce talent exceptionnel que Dieu a mis en vous, de travailler dessus et de réfléchir sur comment est-ce que vous pourriez le mettre à la contribution de votre communauté. Comment vous pourrez mettre ce talent à la contribution de la construction de notre pays. Et c'est à cet instant que vous trouverez la satisfaction de réussite. La réussite
n'est pas toujours cette expression. Après, quand on dit réussir, le concept est trivial. Tout le monde peut l'expliquer à sa façon. Moi, pour moi, réussir, c'est quoi? Réussir, c'est atteindre tout simplement les objectifs que l'on s'est fixés. Réussir, c'est tout simplement arriver à réaliser ce que l'on aimerait dans la vie. C'est tout. C'est ça, réussir. Réussir n'est pas le succès. Il ne faut pas comprendre la réussite comme étant un succès, réussir comme étant une prospérité extravagante ou je ne sais quoi. Réussir, c'est tout simplement réaliser ce que vous êtes fixé. Si vous vous dites que je dois avoir mon diplôme, après vous avez votre diplôme, vous avez réussi. Je dois avoir un téléphone, après vous avez votre téléphone, vous avez réussi. Pourquoi? Parce que c'est un objectif que vous êtes fixé et que vous avez pu atteindre. J'encourage tous ces jeunes qui croient encore en la vie, qui croient encore en un avenir meilleur. Et j'ai pris que chacun qui m'a suivi ici comprenne qu'il est possible d'atteindre ces objectifs quand on travaille dessus, quand on se concentre sur ce qu'on aimerait qui puisse se produire dans notre vie, quand on travaille pour atteindre l'accomplissement de ce que nous souhaitons, quand on travaille pour se former, quand on travaille pour vaincre la paresse, la distraction et toutes ces autres choses qui avilissent notre jeunesse, et bien là, nous sommes prédisposés à réussir. C'est ça la réussite. La réussite dépend de vous. Et que chacun trouve le courage et la motivation nécessaires en identifiant son talent. Et que Dieu bénisse toute la jeunesse congolaise. Merci beaucoup, que Dieu bénisse toute la jeunesse congolaise. Réussir, oui, je le dis, je le répète, que chacun de nous a un champion qui sommeille en lui. Merci fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été là devant vos différents postes de télévision en train de nous suivre. Mimona Grand, c'est même ça, c'est tout ce que vous avez entendu, c'est tout ce que vous avez vu, ces motivations, ces parcours en fait, c'est pour te motiver. Vous n'êtes même pas le seul, même moi je suis motivée. Donc dans mon métier, j'ai compris qu'il faut savoir outrepasser, surpasser, ou voilà, accepter de traverser certains moments un peu difficiles, mais c'est plus être focus sur ce que toi tu t'es assigné comme objectif. Merci à tous ces jeunes qui nous écrivent un peu de partout, ces feedbacks, en tout cas, et ça, la bien Maka, c'est un grand merci à Bofula pour le cadrage, un grand merci à Dark et un grand merci également à Freddy Manzaka Mankoyi. On se retrouve le week-end prochain pour un tout nouveau numéro. Mimona Grand ne tombera jamais. Mimona Grand, c'est les rendez-vous de bosseurs. Tu es un bosseur. Je suis une bosseuse. Nous sommes tous des bosseurs. Alors on se retrouve très prochainement dans un tout nouveau numéro de Mimona Grand. Bye bye.